Nous finirons par entrer en conflit avec l'Iran. Ce sera un affrontement. Je soupçonne que les Israéliens le déclencheront d'une manière ou d'une autre. Ils agiront d'abord seuls, puis nous serons entraînés à les soutenir. Comment Israël s'en sortira? Difficile à dire. Les Iraniens peuvent raser l'endroit, mais Israël est dans une situation très difficile. Il perd beaucoup de population, a peu de revenus et dépend entièrement de nous. Je ne sais pas si ce projet survivra. Voici le colonel Douglas MacGregor, analyste en défense et politique étrangère et ancien conseiller du secrétaire à la défense. Je me suis entretenu avec le colonel et j'ai enregistré cette interview quelques heures seulement avant qu'Israël ne lance sa guerre contre l'Iran, une guerre qui s'est maintenant transformée en le plus grand et le plus dangereux conflit international menaçant l'avenir de notre monde. La guerre nucléaire n'a jamais été aussi proche qu'en ce moment, et ne vous y trompez pas, le gouvernement américain soutient fermement les attaques d'Israël contre l'Iran. Selon le Times of Israel, les États-Unis ont trompé l'Iran en lui faisant croire qu'aucune attaque n'était imminente, comme rapporté dans leur article. Mais c'est ici que les choses deviennent intéressantes, car il devient maintenant de plus en plus évident que les États-Unis étaient étroitement impliqués dans la coordination de cette attaque avec Israël, agissant en pleine coopération et peut-être même avec duplicité. Quelques heures après les frappes, Donald Trump a publié « Il y a 2 mois, j'ai donné à l'Iran un ultimatum de 60 jours pour conclure un accord. » Ils auraient dû agir. C'est maintenant le 61e jour. Je leur ai donné des instructions, mais ils n'ont pas réussi à les suivre. Maintenant, ils ont peut-être une seconde chance. Son message est clair. Israël n'agissait pas seul, mais avec le soutien calculé et total des États-Unis. Cela a maintenant été confirmé par la plateforme d'information Axios, qui a publié cet article incroyable révélant que la frappe d'Israël contre l'Iran était en préparation depuis 8 mois. Selon 2 responsables israéliens interrogés par Axios, Trump et ses conseillers feignaient publiquement de s'opposer à une attaque israélienne. Nous avions un feu vert clair des États-Unis, a affirmé l'un d'eux. L'objectif était de convaincre l'Iran qu'aucune attaque n'était imminente et de s'assurer que les Iraniens figurant sur la liste des cibles d'Israël ne se déplaceraient pas vers de nouveaux endroits. Les assistants de Netanyahou ont même informé les journalistes israéliens que Trump avait tenté de freiner une frappe israélienne lors d'un appel lundi, alors qu'en réalité, l'appel portait sur une coordination en vue de l'attaque, affirment désormais des responsables israéliens. La situation au Moyen-Orient s'aggrave maintenant plus vite que prévu. Mais écoutons maintenant les analyses du colonel MacGregor qui avait prédit cette attaque contre l'Iran et qui explique également ce qui va se passer ensuite. Colonel MacGregor, je veux parler d'Israël et je pense que c'est un moment très intéressant pour cela. Évidemment, nous avons vu, par exemple, l'évolution de la guerre d'Israël à Gaza, la dévastation continue, il y a toujours une crise humanitaire massive. Mais je pense aussi que nous commençons à voir que le soutien international à Israël commence à s'affaiblir et c'est vraiment un tournant ici. J'aimerais avoir votre avis sur Israël alors que nous sommes en juin 2025. Quelles sont vos réflexions sur la situation actuelle entre Israël et Gaza, ainsi que sur la crise imminente avec l'Iran? Eh bien, je pense que nous allons finir par nous retrouver en conflit avec l'Iran. Ce sera une confrontation. Comment cela va-t-il commencer? Je soupçonne que ce seront les Israéliens, qui prendront l'initiative d'une manière ou d'une autre. Ils agiront d'abord seuls, puis nous serons entraînés à les soutenir d'une façon ou d'une autre. Comment Israël va-t-il s'en sortir? C'est difficile à dire. Les Iraniens ont la capacité de raser le pays. Israël n'est tout simplement pas si grand. Et il pourrait te faire. Maintenant, les Israéliens pourraient être extraordinairement arrogants et impudents. Et je dirais qu'un meilleur mot serait arrogant et insensé. Et utiliser en fait leur propre ogive nucléaire dans leur désir de détruire la soi-disant installation nucléaire. Je pense que ce serait une terrible erreur. Et ensuite, vous auriez une situation dans laquelle les Russes, et les Chinois probablement, interviendraient tous les deux. Qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas, mais je pense qu'Israël est dans une situation très difficile. Maintenant, elle perd beaucoup de population et elle a très peu de revenus. La survie de l'entreprise dépend entièrement de nous. Son avenir est incertain. Nous n'avons également aucun intérêt stratégique. Cela nous mènerait à anéantir l'Iran, n'est-ce pas? Ils en parlent comme si la révolution datait d'hier, alors qu'elle a eu lieu il y a 46 ans. C'est vrai. L'Iran a considérablement changé depuis 46 ans. L'Iran est une société très développée, avec un capital humain très très élevé. Ils sont bien plus capables que ce que les gens pensent. Nous avons cette idée un peu ridicule de l'Iran comme d'un pays musulman arriéré où personne ne sait rien faire correctement. Ce n'est tout simplement pas le cas.
et nous devrions nous intéresser à cultiver de bonnes relations avec eux. Il ne s'agit pas d'aller en guerre contre eux, mais Israël veut maintenir son monopole sur les armes nucléaires, et il est déterminé à détruire quiconque dans la région pourrait, pour une raison quelconque, avoir une capacité nucléaire. Les Turcs le savent, et ils nous ont toujours dit en privé que si jamais ils avaient besoin d'une arme nucléaire, le Pakistan la leur fournirait, donc ils ne s'en inquiètent pas vraiment. C'est vrai, quelle terrible situation pour Israël. Je veux dire, littéralement, ils ont dit à tout le monde dans la région qu'ils étaient sous-humains et qu'ils méritaient amplement d'être détruits. Je ne vois pas comment les Israéliens peuvent se remettre de ça. Quand on dit à tous ses voisins qu'ils méritent de mourir et qu'ils sont sous-humains, on ne se fait pas vraiment des amis ni des soutiens. Quoi qu'il arrive, désormais, ce ne sera probablement pas bon pour Israël. Interrompre les flux de pétrole au Moyen-Orient nous fera reculer et nous nuira. Cela deviendra très compliqué. Qui est derrière tout ce qui s'y passe ? Ce n'est pas l'Iran, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Nous avons prétendu pendant des années que la destruction de l'Iran résoudrait tous les problèmes. Non, c'est un non-sens ridicule. Donc je pense que c'est vraiment. Nous sommes arrivés à une impasse. Le problème est le suivant, et c'est le plus important, Cyrus. Si tu es le président Trump, tu t'assois avec tes conseillers politiques, ou avec qui il parle en ce moment, probablement Lutnick et Witkoff, qui sont tous les deux de fervents sionistes, et il dit « Bon, combien de sénateurs est-ce que je contrôle lors d'un vote crucial au Sénat ? Et combien de sénateurs M. Netanyahou contrôle-t-il lors d'un vote crucial au Sénat ? » Réponse. M. Netanyahou contrôle plus de sénateurs au Sénat que Donald Trump. C'est probablement aussi vrai pour la Chambre. Washington est donc cette île imaginaire. Tous ceux qui vivent là-bas remplissent leurs poches d'argent, qu'ils reçoivent de divers lobbies et pots de vin, à cause de leur soutien à l'envoi de matériel militaire partout dans le monde ou à l'engagement des forces américaines quelque part. Donald Trump ne semble avoir aucun contrôle sur tout ça. Que peut-il faire ? Je ne sais pas si tu l'as vu. Je crois que c'était hier, où on lui a posé une question directe sur l'Iran. Et je l'ai vu en personne de près. Et c'était un Donald Trump très différent. Il était resté là, le visage vraiment impassible. Eh bien, qu'en est-il de l'Iran et des négociations ? Que se passe-t-il ? Et il s'assoit là, et il dit « Eh bien, vous savez, ils veulent enrichir de l'uranium, et ils ne peuvent pas faire ça. On ne peut pas permettre ça. Et ils doivent abandonner d'autres choses. Ce qui signifie que les missiles balistiques de théâtre, c'est fini. Et ils ne le feront pas. Donc, je pense que, je l'ai dit, et c'est clair, les conséquences sont très graves. » Et puis il est resté là, n'est-ce pas ? Ce n'est pas un homme qui veut aller à la guerre, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Il n'a jamais voulu faire la guerre contre qui que ce soit. Mais que va-t-il faire maintenant ? Il s'est essentiellement piégé lui-même, grâce à ses merveilleux conseillers et à sa volonté d'apporter un soutien inconditionnel à tout ce qu'Israël et ses agents dans ce pays veulent. Il est coincé. Alors, quelle est la réponse ? La réponse, c'est que nous allons avoir une guerre avec l'Iran. Diriez-vous que le potentiel de ce conflit Israël-Iran est le conflit international le plus pressant en ce moment ? Est-ce que cela a dépassé la Russie-Ukraine ? Est-ce vraiment notre plus grande inquiétude en ce moment ? Cela a tout dépassé. Honnêtement, la situation au Moyen-Orient a dépassé tous les autres conflits et c'est la question de sécurité internationale la plus urgente qui affecte non seulement la région, mais si une guerre nucléaire commence, le monde entier. Netanyahou, qui a déjà perdu le soutien international à cause de ses crimes de guerre dévastateurs à Gaza, les a maintenant étendus à de nouveaux crimes de guerre en Iran. Et tandis que les gouvernements occidentaux justifient l'attaque d'Israël contre l'Iran comme un acte de légitime défense, je veux vous laisser avec une réflexion puissante de Mohamed El-Barari, lauréat du prix Nobel de la paix et ancien directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il a été profondément impliqué dans la gestion des tensions nucléaires en Irak, en Iran et en Corée du Nord, et il a averti les gouvernements européens que les frappes ciblées contre des installations nucléaires sont explicitement interdites par l'article 56 du protocole additionnel aux conventions de Genève, auquel l'Allemagne et d'autres pays européens sont signataires. De plus, l'article 24 de la Charte des Nations Unies stipule clairement que le recours à la force dans les relations internationales est interdit, sauf dans les cas de légitime défense ou lorsqu'il est autorisé par le Conseil de sécurité des Nations Unies.
Cette escalade soulève de sérieuses questions juridiques et morales que la communauté internationale doit examiner. Nous faisons de notre mieux pour vous tenir au courant des derniers développements au Moyen-Orient, mais la situation évolue très vite. Restez à l'écoute pendant que nous suivons cette situation en évolution. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Pensez-vous que les actions d'Israël étaient un acte de légitime défense? Ou bien s'agit-il d'un nouveau précédent dangereux qui a été établi au Moyen-Orient? Merci encore d'avoir regardé, j'ai hâte de vous retrouver bientôt dans la prochaine vidéo.